Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette émission spéciale La Grande Enquête réalisée en collaboration avec l'Université de Lille. Et quel plus bel endroit que cette grande bibliothèque de Sciences Po Lille pour explorer un sujet de sciences sociales, de sciences humaines qui nous tient à cœur, celui des inégalités. Je ne sais pas si vous le savez, mais Dieu a dit « Je partage en deux. Les riches auront de la nourriture, les pauvres de l'appétit. » Bon, évidemment, ce n'est pas Dieu qui a dit ça, non, c'est Coluche, le fondateur des Restos du Cœur. C'est un peu caustique et sarcastique, mais aussi sans doute le reflet d'une certaine réalité. D'ailleurs, Coluche a créé les Restos du Cœur en 1985 pour qu'ils soient provisoires. 40 ans après, ou presque, eh bien, vous voyez, les Restos du Cœur sont toujours là. Et on commence tout de suite par les inégalités démocratiques. La grande enquête, c'est parti. Mais les grandes gueules ici, ceux qui se défendent et défendent les autres, on n'en veut pas. On n'en veut pas, il faut les écarter ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils risquent d'ouvrir les yeux des autres. Je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Je continue toujours à militer. Il ne faut jamais désespérer. Aujourd'hui, toutes les personnes dignes de bon sens ne pourraient pas justifier une telle démolition de bâtiments qu'on serait aujourd'hui en incapacité de reconstruire. Pour introduire ce thème de notre émission, je vous propose cette citation. « Je respecte trop la démocratie pour risquer de la dérégler en votant. » Oh non, non, je ne sais pas qui a choisi cette citation. Alors, je vais vous dire tout de suite, c'est vrai qu'elle est un peu provocatrice et ce n'est pas un bon exemple à suivre. Surtout, elle est signée Roland Topor, qui est écrivain, illustrateur. C'est pas pour rien qu'il a collaboré pendant de nombreuses années au journal Harakiri, mais c'est vrai que c'est pas un exemple à suivre pour le moment. En tout cas, ce petit mot d'esprit sur l'abstentionnisme électoral nous amène directement au thème qui nous intéresse, les inégalités démocratiques. Car il faut savoir, même si ça peut paraître surprenant, qu'actuellement, les inégalités sociales ont aussi des conséquences sur la participation des citoyens, c'est-à-dire la façon dont ils vont ou pas aux urnes. Voilà, et on en parle tout de suite avec nos deux invités, Julien Talpin et Florian Vertriès, que je vous propose d'accueillir. Merci d'être avec nous. Julien Talpin, vous êtes directeur de recherche au CERAP, c'est le Centre d'études et de recherche administrative, politique et sociale. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est un laboratoire du CNRS associé à l'Université de Lille. Et Florian Vertriès, merci d'être avec nous. Vous êtes président du collectif Non à la démolition du quartier de l'Almagar. C'est à Roubaix. On est bien d'accord. Julien, première question, existe-t-il un lien alors entre les inégalités sociales et le taux de participation aux élections, qu'elles soient nationales ou locales d'ailleurs, et est-ce qu'on peut prendre des exemples dans la région ? Alors la réponse est oui, puisqu'on sait, oui absolument. Aujourd'hui, les territoires les plus abstentionnistes sont les territoires qui concentrent le plus de catégories populaires, d'ouvriers, de chômeurs, d'employés. On sort juste d'élections européennes, ouais. Où par exemple le taux de participation moyen a été de 51%. Ouais. Dans une ville comme Roubaix, qui est une des villes les plus pauvres de France, par exemple, le taux de participation a été de 36%, donc 15 points inférieur à ce qu'il est au niveau de la moyenne nationale. Et donc très clairement, voilà. C'est ce que j'ai vu. Et curieusement, au municipal, c'était encore plus, je crois, l'abstention. Alors, aux dernières municipales, il y avait le contexte Covid, mais effectivement, on a souvent autour de 60-65% d'abstention dans une ville comme Roubaix, mais ce qu'on retrouve dans de nombreux territoires populaires, en Seine-Saint-Denis par exemple, ou dans les banlieues des grandes métropoles. Est-ce que cette corrélation... j'aime pas trop l'expression, mais pauvreté, abstention est générale un petit peu partout en France ? Alors partout en France, et j'ai envie de dire partout dans le monde. Malgré tout, en fait, on ne sait pas toujours que ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire qu'en France, jusqu'au début des années 80, en fait, on votait plus
dans les territoires populaires qu'ailleurs en France. À Roubaix, par exemple, on votait plus qu'à Lille ou à Lambersart ou Marc-en-Barœul, qui sont des territoires Ça, très c'était dans les privilégiés années 80, 1980 des années 40 jusqu'au début des années 80, car au fond, pour le dire très simplement, la condition sociale n'est pas une sorte de fatalité. Aujourd'hui, au fond, il y a une sorte de désespérance politique qui se traduit par une moins grande participation des catégories populaires. Mais jusque dans les années 80, au fond, il y avait un maillage organisationnel, associatif, partisans, c'est-à-dire par exemple les syndicats, voilà, des sections locales qui faisaient que la politique était quelque chose de plus proche et dont on pouvait toucher du doigt les effets en fait. Et c'est aujourd'hui beaucoup moins le cas. Les gens ont le sentiment que voter ça ne sert à rien, participer ça ne sert à rien, et que les principales décisions qui guident nos vies sont prises de toute façon sans nous et par des gens différents de nous. Mais la disparition de ces intermédiaires, de tout ce maillage des syndicats, ça explique pour beaucoup. Ça, on est capable de l'analyser, de l'évaluer. Ils n'ont pas complètement disparu, et mon voisin en est un bon. Oui, mais justement, on va y venir, c'est une autre façon. Les quartiers populaires ne sont pas des déserts politiques, mais malgré tout, effectivement, il y a une fragilisation de ces corps intermédiaires, et ça joue un rôle tout à fait déterminant pour entretenir l'idée selon laquelle la participation peut effectivement changer la vie, ce qui est aujourd'hui de moins en moins partagé. C'est ça, c'est pour ça, c'est important. Vous avez commencé à le dire, il existe d'autres formes de participation des citoyens, par exemple des collectifs, comme celui dont vous vous occupez, Florian, et que vous présidez. Dans ce quartier, Almagar, d'après mes informations, 50% de la population est sous le seuil de pauvreté. Est-ce que ce type de structure collective arrive à mobiliser les habitants ? Bien sûr, effectivement, les gens aimeraient avoir la parole et voudraient avoir la parole dans ce genre de concertation. Aujourd'hui, il faut savoir que nous, aujourd'hui, on fait face à un projet de rénovation urbaine qui a été mis en place sans nous. Aujourd'hui, dans les projets en rue, donc l'Agence de nationalité de rénovation urbaine, dans la réglementation, on demande des réunions de concertation et de co-construction. Aujourd'hui, elles n'ont jamais eu lieu. Les seules réunions qui ont eu lieu, c'était des réunions d'information descendante. On expliquait comment le projet allait avoir lieu. Et les habitants n'ont jamais eu à aucun moment le droit à la parole, alors que les habitants souhaitent être force de proposition. Et c'est pour ça qu'on a justement mis en place ce collectif depuis maintenant 2 ans pour pouvoir être force de proposition. Et ça mobilise, pour le moment, ça mobilise les habitants ? Bien sûr, il faut savoir qu'il y a cet aspect où les gens n'y croient plus. Donc au début, les premières réunions d'habitants qu'on mettait en place, c'était une dizaine d'habitants. Aujourd'hui, on fait des réunions à plus de 250 personnes. D'accord. Alors c'est intéressant. Mais alors pour les gens qui ne connaissent pas, on va les découvrir tout de suite, ce quartier en images. Rappelez-nous d'abord un petit peu le contexte. Le projet de la mairie, c'est de détruire 480 logements, donc principalement, essentiellement même des logements sociaux. C'est ça l'histoire. Logement social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le projet de la mairie, c'est de démolir 480 logements. Donc il faut savoir que nous, on ne dit pas non à tout, parce qu'on considère que dans ces logements, il y a des logements qui se doivent d'être abattus pour des questions techniques et pour le bien des habitants. Donc ça veut dire qu'on conteste aujourd'hui 250 logements seulement, 250 démolitions. Aujourd'hui, on est contre le fait de démolir des logements qui font partie de notre histoire, notre identité, qui ont été construits à l'époque via le premier APU, donc le premier atelier populaire d'urbanisme de France, où à l'époque les habitants avaient lutté pour mettre en place donc ces bâtiments sur les résultats d'une lutte de 10-15 ans. Et c'est l'un des premiers quartiers qui a été co-construit par ses habitants et pour ses habitants. Mais d'experts pour faire quoi ? Parce qu'on va avoir beaucoup de... Aujourd'hui, clairement, il y a aucun projet au-dessus. C'est mettre en place de la réserve foncière. En fait, aujourd'hui, on est clairement... Et c'est ça qui a été compliqué pour nous d'expliquer aux habitants, c'est qu'aujourd'hui, on est face à un projet complètement spéculatif. Ça veut dire qu'on dit, il faut de la mixité sociale, donc on va raser pour évacuer une population qui dérange, pour permettre de créer des réserves foncières, en espérant que si l'image du quartier change d'ici 10 à 15 ans, des investisseurs viennent y investir, et en espérant que si des investisseurs viennent y investir, on pourra enfin créer cette mixité sociale tant souhaitée par la municipalité. Donc pour le moment, c'est un peu flou tout ça. En attendant, les habitants sont poussés dehors. Donc merci d'avoir rappelé le contexte. On va aller rencontrer l'un des habitants du quartier qui a été expulsé de son logement. On va l'écouter. 38 ans dans ce quartier. C'est toute une vie. Mes enfants pratiquement sont tous nés ici. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qui leur prend. On démolit un quartier qui est sain. J'ai ramené le premier adjoint au maire. Je l'ai ramené jusqu'ici. Je lui ai dit, tu vois qu'est-ce qu'il y a encore en vie? Dans une fosse septique, parce que les égouts à l'intérieur, dans les caves, ils étaient cassés. Donc ça débordait un peu partout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont fermé les caves, ils nous ont expulsés. Mais quand même, vous continuez à payer. Si ce n'est pas de la dictature, je ne sais pas comment je vais l'appeler celle-là. Je me suis plaint, encore je me plains toujours, qu'il y a un défaut.
Mais les grandes gueules ici, ceux qui défendent, se défendent et défendent les autres, on n'en veut pas. On n'en veut pas, il faut les écarter ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils risquent d'ouvrir les yeux des autres. Et on ne démolit rien, on ne touche rien. C'est dommage, on ne nous a pas écoutés. Si, on veut de nouveau. Mais de nouveau, avec l'approbation des habitants. Il n'y a personne qui est sorti de son logement de son propre gré. Parce qu'il y a des menaces, il y a eu beaucoup de choses. On vous donne mieux, vous inquiétez pas, ça va être moins cher. Ouais. Je suis tous les jours dans le quartier. Je suis bénévole au centre social de l'Alma depuis bien longtemps, plusieurs années maintenant. Je fais de l'art plastique avec les mamans, les enfants. Je crée des choses pour les enfants pour que ça leur fait plaisir. Et là, je suis en train de tracer un tableau pour leur faire un tableau de présence. C'est pour qui? C'est pour la mairie. Je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Je continue toujours à militer. Il ne faut jamais désespérer. Tant que la cloche n'a pas sonné, il ne faut jamais désespérer. Il faut toujours avancer. Si on baisse les bras au début, c'est là que le loup fait son repas. Et je ne laisse pas le loup manger. Eh ben, on lui souhaite en tout cas bon courage et il est sympa parce qu'il travaille encore pour la mairie. Dans ce genre de plan de rénovation urbaine, normalement, on a des réunions publiques d'information qui existent. Mais apparemment, ça n'attire pas les foules, ce genre de réunion publique d'information. Je ne parle pas du collectif que vous avez, mais il y a des réunions d'information, on est obligé. Et les gens ne viennent pas forcément. Alors depuis longtemps, effectivement, moi je travaille depuis de longues années sur la démocratie participative et sur ces réunions de concertation qui ont du mal à mobiliser les foules pour une raison très simple en fait, c'est que les gens ont le sentiment que les décisions sont déjà prises et que très peu s'y joue en réalité. On va éventuellement pouvoir définir la couleur des cages d'escalier ou le type de jeu qu'il y aura pour les enfants en bas, mais ce que veulent les gens là dans ce type de projet de rénovation urbaine, c'est savoir s'ils pourront ou non continuer à vivre sur le quartier s'ils le veulent. Ce qu'on a du mal parfois à se représenter, c'est que sur des territoires et des quartiers qui sont très stigmatisés où manifestement il y a des besoins de réhabilitation de ces logements, et je crois que le collectif est tout à fait favorable à ce type de proposition. Malgré tout, des gens ont envie de continuer à y vivre parce qu'ils y ont grandi, ont noué des liens de solidarité qui constituent aussi une forme de filet social de sécurité face à la précarité, et ça les pouvoirs publics ont du mal parfois à l'entendre, et donc malgré effectivement ces réunions de concertation, la parole des habitants n'est pas toujours vue d'un très bon œil, ou alors arrive un peu bien vertical. trop tard dans le processus, une fois que l'essentiel des décisions ont été prises, alors qu'on parle de projets qui ont des conséquences pour des dizaines d'années sur ces territoires et ont des enjeux financiers de plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est typiquement, et on a vu l'enjeu des inégalités en matière de logement, combien ces questions-là, au fond, tiennent à cœur et sont fondamentales, au fond, pour les gens, et pourraient mobiliser dans des territoires où l'abstention est très importante. Le quartier de l'Alma, par exemple, on est à des taux d'abstention de 70-80% en fait, aux dernières élections européennes. Bon, c'est difficile derrière de remobiliser, de réintéresser à la vie civique quand des questions aussi fondamentales pour son quotidien, son logement, le devenir de son quartier, on a le sentiment de ne pas être entendu. Donc dans ces réunions-là, un petit peu, on va dire, officielles, c'est un peu descendance, et on vous informe, mais on ne vous écoute pas trop, donc tout est joué un petit peu d'avance, se disent les gens, alors que vous arrivez à réunir dans vos réunions, dans votre collectif, des gens. En fait, c'est comment on met en place ces méthodologies. C'est-à-dire que déjà, dans ces réunions, il faut savoir qu'avant la mise en place de ces réunions, les conventions sont déjà signées. Donc, tout est déjà mis en place, tout est déjà décidé. Et en réalité, comment vous souhaitez mettre en place des réunions de co-construction avec des habitants à qui vous demandez de quitter les lieux? Ça n'a clairement aucun sens. Donc, c'est aussi cette remise en question de comment on fait pour mettre en place des réunions de concertation, de co-construction avec des habitants qu'on souhaite garder sur les lieux. La mixité sociale, c'est très bien, mais ça ne doit pas être l'objectif principal. C'est comment on rend ces quartiers enviables, comment on permet d'autres populations, comment on se permet d'attirer d'autres populations, comment on fait créer l'accès à la propriété via le BRS, via le BRSE, tous ces systèmes-là. Et c'est des choses que nous on propose. Et nous, les gens viennent à nos réunions parce que les gens croient en notre sincérité, à notre profonde envie de proposer des choses plus intéressantes. C'est-à-dire que nous, la première question qui s'est posée, il faut savoir que nous, on est les futurs assignés à résidence climatique, quand on parlait tout à l'heure d'inégalité climatique. Nous, la première question qu'on s'est posée lors de nos réunions de travail, c'était
comment on va vivre dans ce quartier d'ici 25 ans? Quelle va être l'Allemagne en 2050? Comment on va s'alimenter en énergie, en électricité, en eau chaude? Comment on va permettre de faire baisser les charges et le loyer à tous ses habitants? Comment on va créer du circuit court? Comment on va... Tu vois, vous voyez toutes Donc, ces choses-là. il y a plein d'idées à discuter. Effectivement, oui. Et les gens croient, parce que les gens y croient, parce qu'on s'est entouré aussi. Nous, l'une des premières critiques qui nous a été faite, c'est que vous parlez avec l'émotionnel, vous n'avez aucune analyse technique. Ah ouais. Mais nous, quand on nous a dit ça, force est de constater que c'était une réalité. Mais je me souviens être à côté d'un ami et lui avoir dit, dans 2 mois, on ne pourra plus nous dire ça. Et force est de constater qu'aujourd'hui, on est entouré des meilleurs professionnels de la France. D'accord. Alors, il y a une chose complètement incroyable. J'ai lu un de vos articles, Julien Talpin, dans lequel vous décrivez les tactiques mises en place et mises en œuvre par des élus, par des institutions, des pouvoirs locaux, pour étouffer ces initiatives citoyennes. Racontez-nous, qu'est-ce qu'ils font ? Alors effectivement, et donc c'était sur un autre quartier de Roubaix notamment que portait mon enquête. Alors que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a une crise démocratique assez profonde, qu'il faut transformer les pratiques démocratiques et encourager la participation des habitants. Quand les gens s'organisent, à l'instar de Florian et de son collectif, leurs mobilisations ne sont pas toujours vues d'un bon œil quand elles remettent en cause, au fond, les grandes lignes des projets qui sont pour partie déjà décidés. Et donc, ça peut prendre différentes formes. Dans le cas de l'Alma, il y a eu des formes de disqualification, au fond, du collectif qu'on a assimilés à des dealers, à des voyous, à des délinquants. On empêche parfois les collectifs de se réunir en les privant de locaux ou en coupant leurs subventions, par exemple. Les conditions matérielles de la participation sont tout à fait décisives. Et donc, il y a une question de subventions, je suppose, les subventions, les aides, elles doivent disparaître. Absolument. Et donc, on pourrait, à mon sens, changer de regard. Alors, je me tourne déjà vers les solutions, mais plutôt que de voir ce type de collectif comme des empêcheurs de tourner en rond, de voir ça comme une des facettes, au fond, de la réponse à la crise démocratique dont on parle, puisque précisément, et Florian, qui est très modeste, ne l'a pas évoqué, je crois qu'une des forces du collectif qu'il a réussi à monter pour un peu briser la résignation et la défiance démocratique ambiance, c'est aussi lié à son ancrage local. C'est-à-dire que, à la différence de nombreuses organisations collectives, de partis politiques, d'associations, mais aussi d'élus, Florian, il a grandi dans ce quartier-là, les gens le connaissent, et il y a un processus d'identification. Il n'y a plus grand monde, en réalité, aujourd'hui, dans ces territoires-là, qui sont capables d'entraîner la population avec eux, de briser la défiance et la résignation, précisément par ce lien interpersonnel qui existe encore. Malheureusement, quand on essaye de détourner un petit peu les projets des pouvoirs publics, c'est pas toujours vu d'un bon œil sur les questions urbaines ou de logement, mais c'est également le cas sur les questions environnementales dont on parlait précédemment, où là aussi les collectifs sont pas toujours vus et accueillis à bras ouverts. Votre collectif, on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues ? Ça vous fait sourire, ça veut dire que... Oui, bien sûr. Déjà, M. Haroun, à qui on a demandé de quitter les lieux pour un impayé de 500 € alors qu'il était clairement dans son droit. Nous, par exemple, on a fait une pétition qui a récolté plus de 800 signatures d'habitants même en moins de 24 heures. On a mis les renseignements généraux pour regarder tous les noms de cette pétition. On a retrouvé soi-disant 2 présumés dealers, donc on a dit que c'était un collectif de dealers. Il y a des détectives privés qui ont été mis sur certaines personnes du collectif pendant plusieurs mois, des commissions rogatoires sur d'autres. C'est pas mal de répression, hein, mais on était prêts, on était au courant, on savait. Ouais. Dans un de vos articles, vous écrivez aussi « Les élus ne supportent pas qu'on vienne contester leur monopole de la légitimité démocratique ». Ça paraît complètement aberrant. Alors non, c'est quelque chose qui répète au fond assez souvent, mais qui est très profond en fait dans la culture politique et démocratique française, qui est héritée de la Révolution au fond. L'idée selon laquelle les seuls qui sont en capacité de définir l'intérêt général, ce sont nos représentants. Le problème, c'est que démocratiquement élus, le problème, c'est que cette fiction-là, elle a du mal à tenir au regard des taux d'abstention qu'on connaît aujourd'hui. Le maire de Roubaix, pour rester sur ce cas-là, il a été élu aux dernières élections municipales avec 7000 voix dans une ville de 200 000 habitants. Alors ce n'est pas rien, et ça confère une légitimité, mais il est difficile dans ce contexte-là de dire je peux décider tout seul et imposer ma volonté à l'ensemble des habitants de la ville, et ce d'autant plus quand on n'a pas de mandat spécifique sur des projets comme par exemple un projet de rénovation urbaine. Et donc il faut peut-être inventer des formes plus collectives de définition de l'intérêt général, et ça en France on a du mal. Pendant un siècle on a interdit les corps intermédiaires, il y a eu la loi Le Chapelier au 19e siècle qui interdisait les corporations, les syndicats, les associations qui étaient vus comme des adversaires
de l'intérêt général. Et d'une certaine façon, cet imaginaire-là qui voit ce type de collectif comme des empêcheurs de tourner en rond plutôt que comme des chances face à la résignation démocratique, voilà, il nous habite toujours, cet imaginaire. Et donc, voilà, après, il y a des élus qui sont issus d'autres générations, qui ont peut-être d'autres pratiques, mais ça demeure compliqué. Ouais. Bon, on va y venir aux solutions pour essayer de voir comment on peut faire progresser et ou éviter ces inégalités démocratiques. Mais d'abord, je voudrais qu'on retourne dans votre quartier parce que vous, pour défendre votre quartier, alors là, vous avez aussi un super argument et pour mobiliser les gens, vous misez beaucoup sur la valeur patrimoniale du quartier qui est incroyable et vous nous avez servi de guide, si j'ose dire. Donc, on va vous suivre. Ici, on est place de la Grand-Mère, qui est une place historique du quartier. Quand aujourd'hui on parle d'écoquartier, de quartier mixte, on peut tout y retrouver ici parce que vous avez la crèche qui est là, l'école qui est ici. À l'époque ici il y avait le foyer de personnes âgées éclaté au sein de la population. Donc d'un point de vue intergénérationnel c'est incroyable. Tout a été pensé pour les personnes âgées à l'époque. Ça veut dire qu'on retrouve des ascenseurs à chaque bout de la coursive. Tout a été très très bien pensé. Aujourd'hui toutes les personnes dignes de bon sens ne pourrait pas justifier une telle démolition de bâtiments qu'on serait aujourd'hui en incapacité de reconstruire. Surtout, comme on le dit très régulièrement, ce quartier a tous les critères des écoquartiers qu'on recommande de construire de nos jours. Avec des logements traversants, des balcons, des logis, des terrasses, des cœurs d'îlots verdoyants, des sous-sols qui permettent aucun véhicule en surface. Donc ici, quand tu rentrais dans ton bâtiment, tu avais immédiatement accès au cœur d'îlot parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de grille. Donc les mamans buvaient le thé, mettaient des tables, faisaient des barbecues, il y avait des jeux pour enfants. C'était très très vivant. Mais regarde, quand tu es ici, tu sors de chez toi, t'as ça, c'est convivial quoi. Aujourd'hui, le quartier où on est reconnu comme l'un des 4 exemples architecturaux français dans le domaine du logement et de l'aménagement urbain. Il a reçu le premier prix européen à l'époque dans les années 80, en 83 si je ne dis pas de bêtises, et reconnu et étudié par toutes les écoles d'architecture, par tous les étudiants en architecture, dans toutes les écoles d'urbanisme. C'est un quartier qui est étudié pour ses références historiques et pour sa qualité technique et architecturale à travers toutes les écoles d'Europe. Ce quartier est une référence française, est un patrimoine français qui n'appartient pas qu'aux habitants de l'Alma, qui appartient à tous les Français. Et c'est pour ça qu'on a fait une demande de classement au monument historique récemment, où l'équipe de la ministre s'est déplacée très rapidement sur le quartier au bout de 2 semaines. Et leur première réaction, quand ils sont rentrés place de la Grand-Mère, ici en bas, ça a été waouh. Waouh, parce que c'est beau, c'est magnifique. Et aujourd'hui, détruire ce quartier, historique, iconique, c'est à la contresens de l'histoire. Il n'y a plus personne qui y vit aujourd'hui? Si, il y a encore de nombreuses personnes. Ouais. Parce que, comme on le disait, il y a un manque de logements sociaux énorme sur la métropole lilloise, au nombre de 60 000. Ouais. Donc aujourd'hui, le relogement bloque, coince, et donc il y a encore pas mal d'habitants quand même. D'accord. Alors, vous avez été auditionné quand même à l'Assemblée nationale dans le cadre d'un projet de loi pour la démocratisation de la rénovation urbaine. Participez à ça, où vous proposez des solutions. C'est quoi les principales solutions que vous proposez? Ben, concrètement, les solutions pour la co-construction, c'est qu'il fallait pêcher dans le passé. Je vous dis, nous, concrètement, on a créé le premier atelier populaire d'urbanisme de France à l'Almagarde dans les années 70-80, où à l'époque, on souhaitait démolir toutes les maisons avec les courées et dispatcher la population à travers la métropole entière. À l'époque, les habitants se sont battus, on crée le premier atelier populaire d'urbanisme, on fait pas mal de voyages d'études pour faire des propositions, et avec des professionnels, les architectes concepteurs, des étudiants en architecture, des urbanistes, ils ont la capacité de proposer un contre-projet. Et donc ce quartier est le premier quartier qui a été co-construit avec les habitants et pour ses habitants. Donc aujourd'hui, c'est comment on permet aux habitants de s'outiller pour pouvoir co-construire avec les professionnels. Eh ben c'est ça, et c'est là que vous faisiez des propositions en termes, j'allais dire, de participation démocratique, c'est-à-dire que vous demandiez aussi, c'était dans le projet de loi, un fonds pour une démocratie d'initiative citoyenne, donc qui y ait finalement de l'argent qui permette de financer ça. Vous demandiez le droit à l'information, bah oui, c'est quand même la moindre des choses, une animation neutre et indépendante pour toutes ces réunions, et puis, bref, toutes sortes de propositions pour mieux faire fonctionner la démocratie. Ça en est où? On devait être réauditionné là très rapidement, mais suite à la dissolution, ça va être un peu compliqué. Mais donc on attend des nouvelles et on verra ce que ça donne au niveau du gouvernement. Mais oui, concrètement, c'est rien de plus logique en réalité, j'ai envie de vous dire. C'est comment on permet
aux habitants de pouvoir discuter sur leur lieu de vie. Rien de plus compliqué. Oui. Financer la démocratie participative, est-ce que ça existe dans d'autres pays ? Alors absolument, oui, ça existe par exemple au Canada ou en Belgique, un financement public des contre-pouvoirs. Alors, on a du mal à le penser, en fait. Voilà, des élus qui vont financer d'une certaine façon leurs opposants, mais ça existe effectivement, notamment au Canada, autour d'expériences qu'on appelle de table de quartier, avec l'idée que les contre-pouvoirs, par les propositions, les contre-propositions, l'expertise qu'ils et elles portent, au fond, sont une contribution décisive pour la démocratie, et que quand bien même ça peut vous embêter à court terme, c'est un adjuvant démocratique qui est absolument nécessaire dans les temps difficiles que l'on vit. Donc il y a les conditions financières effectivement qui sont tout à fait décisives, parce qu'aujourd'hui tout le travail qui est réalisé par le collectif à l'Alma à Roubaix est autofinancé. Tout le travail avec les architectes, etc. et tient avec beaucoup de bonne volonté, mais c'est très précaire d'une certaine façon, et on pourrait se dire que c'est du rôle de la collectivité publique de soutenir ce type d'initiative. Par ailleurs, si je peux me permettre, et je crois dans ce projet de loi, est également mentionné l'idée que sur des grands projets en fond d'aménagement qui vont structurer la vie de territoire pour des décennies à venir, au regard de la faible légitimité des élus et de nos représentants au vu de l'abstention, organiser des référendums, par exemple, ce serait pas complètement délirant sur des projets de rénovation urbaine, sur par exemple des projets d'aéroports dont on parlait tout à l'heure, et ça a été le cas à Notre-Dame-des-Landes il y a quelques années près de Nantes. Et donc là, on peut imaginer que offrir et redonner le pouvoir à la population de décider de ces projets structurants, que ce ne soit pas décidé uniquement par des élus à une faible légitimité, ça peut être aussi un moyen de réimpulser de la démocratie. Je suis convaincu que si demain on organise un référendum à l'ALMA sur la rénovation, et je ne sais pas du tout d'ailleurs quel serait le résultat, il y aurait en fait une participation sans commune mesure avec ce qui se passe pendant les élections, ce qui se passe dans les réunions de concertation officielles. Ça ferait bouger et ça réintéresserait à la vie publique. Alors, vous voulez parler de référendums locaux et de référendums d'initiatives finalement populaires. Est-ce que les institutions le permettraient en France ? Est-ce qu'elles le permettent ? Alors, il y a un très grand scepticisme de la part des pouvoirs publics à l'égard de ce type de mesures. On l'a vu au moment du mouvement des Gilets jaunes, c'était intéressant. Ouais. Une des mesures principales qui était revendiquée par ce mouvement social, principalement porté par les catégories populaires, c'était le référendum d'initiative citoyenne. Ça a été balayé d'un revers de la main par le président de la République à l'époque, qui a préféré organiser un grand débat national dont l'issue demeure tout à fait difficile à saisir, et qui illustre bien ce qu'on évoquait sur les limites de la démocratie participative qui demeure très largement consultative. Au fond, si on veut réinjecter, redonner du souffle à la démocratie aujourd'hui, il faut partager le pouvoir de décision. Il faut créer des instances où les décisions soient construites collectivement, pas tout seul. C'est pas Florian tout seul avec son collectif qui va pouvoir décider, mais inventer des espaces où collectivement on puisse discuter, négocier et inventer l'intérêt général, là où des élites politiques un peu coupées du territoire ont du mal à le faire pour tout le monde. D'accord. Pour conclure, j'ai une dernière question malgré tout, parce qu'on parlait de démocratie participative, mais il y a la démocratie et notre participation. Et pour prendre le contre-pied de la citation que j'avais prise au départ, je vais vous poser la question à tous les deux. Comment lutter contre l'idée, finalement, ça ne sert à rien d'aller voter ? Comment on fait ? Il faut des victoires. Ce qui entretient la résignation, c'est la succession des défaites, le sentiment au fond qu'on vote, on nous fait des promesses et que ces promesses ne sont pas tenues. Si demain, à l'Almagare, le projet, par exemple, entendait certaines des idées ou des attentes de la population, les gens regagneraient de la confiance dans le fait de passer du temps dans des réunions, le soir, de discuter avec des architectes, avec des sociologues, etc. C'est l'accumulation de défaites répétées qui nourrit cette résignation, et donc il faut pouvoir toucher du doigt les effets de sa participation. Je ne dis pas que c'est facile, mais le partage du pouvoir pourrait y contribuer. Oui, des petites victoires comme ça, les unes après les autres, et ça fait reprendre confiance. Florian ? Bien sûr, effectivement, et c'est très dur de passer après Julien parce qu'il a tout dit. Mais clairement, c'est ça, il faut des victoires, il faut une mise à l'écoute. Aujourd'hui, moi, j'ai eu cette citation un peu qui est sortie un peu de ma tête il y a quelques semaines, justement pendant le colloque. C'est les techniciens de ces grands projets, c'est arrêter d'utiliser l'opinion publique comme boussole, en réalité. Venez à la rencontre des gens, venez parler avec les gens, venez échanger avec les gens, venez connaître ces territoires avant de mettre des projets en place qui sont en déconnexion la plus totale, quoi. Donc voilà, oui, c'est des victoires, refaire croire aux gens que c'est possible, que la démocratie existe. Et voilà, c'est clairement ça qu'il faut remettre en place. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour vos explications et pour votre engagement et pour votre combat également. Je crois qu'on peut vous applaudir. Voilà.